Et les gens disent souvent l'association ça marche parce que t'es hyper complémentaire avec l'autre. Je pense que ça vaut rien. C'est une évidence qu'il faut être un peu complémentaire, ok. Mais le mot-clé pour moi, c'est de l'admiration. Si t'admires pas ton associé, tu ne traverseras jamais les tempêtes. Tu vas avoir des tensions si t'es pas capable de te dire « Ouah, mais le mec avec qui je suis associé, il maîtrise son truc, ce qu'il va me dire, c'est de l'or, je le respecte et je l'admire », le terreau qui t'unit dans des moments difficiles, il est très faible. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Réunir le corporate avec l'univers fabuleux des startups, aider ces grands groupes qui sont parfois des mammouths englués dans leurs enjeux politiques et leurs process à rallonge avec ces jeunes pousses ultra légères, dynamiques, innovantes, souvent très créatives, parfois un peu bullshit, faut se le dire. Beaucoup ont essayé et peu y sont arrivés. Mais là, il semblerait qu'il se passe quelque chose. Il semblerait que ce soit possible de faire rimer corporate avec mindset entrepreneurial. Quelques mots-clés: audace, ambition, passion, enthousiasme, co-traitance, résilience et créativité sont justement les ingrédients et les qualités que possède Patrick Amiel, avec qui on va passer une heure aujourd'hui pour comprendre l'approche du cabinet 321 Funded, qu'il a cofondé en 2019 avec Romain Ledru-Maté. On va essayer d'en sortir des idées, des inspirations pour se lancer, pour innover, pour créer, pour pivoter, mais aussi parfois pour abandonner des projets ou des idées qui sont pas les bons. Salut Patrick, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Et bonjour à tous et ravi d'être là pour ce moment le plus cash et le plus transparent possible. C'est exactement le concept. Content de t'avoir, tu sais, parce que ça fait quelques années que je te suis. Et chose amusante, on s'est lancés tous les deux en même temps, en juin 2019. Moi avec Ekiden et toi avec 321 Funded. Il y a quand même quelques différences à souligner parce que Ekiden, moi, c'est ma première boîte. Toi, en revanche, t'en es pas à ton premier coup d'essai. La seconde différence, qui est pas des moindres, c'est que moi, en 4 ans, j'en ai fait qu'une de boîte. Toi, en revanche, t'en as fait un certain nombre. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne sur un truc important dans cette période de rentrée des classes, un truc qui est pas si loin, quoique. Je veux parler des vacances. Toi, tu fais partie de ces gens qui cultivent les vacances tout en étant entrepreneur. T'arrives à faire 6 semaines de break. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps ou pas. Je sais pas si c'est simple de réussir à couper comme ça pendant quelques temps. Et d'ailleurs, je dis couper, c'est pas anodin parce que tu coupes réellement. Est-ce que tu fais que couper les réseaux sociaux ou tu coupes complètement ton taf pendant 6 semaines? Alors, pour préciser, je coupe 100% des réseaux sociaux et j'ai expliqué ce que c'est pendant 6 semaines. C'est-à-dire que quelques jours avant de partir, je désinstalle, tu vas sur ton téléphone, tu appuies et tu mets supprimer Twitter, LinkedIn et tout ce qui va à Insta et d'autres. Et donc je supprime les apps parce que je sais que si je ne les supprime pas, je ne sais pas me gérer et que mon pouce va courir tout seul pour aller essayer de chercher l'app à sa place. Donc je coupe les accès et ça fait un bien fou. Pendant un jour ou deux, t'as le pouce qui galope en train de chercher automatiquement l'emplacement. Et puis après, tu te rends compte que toute l'année, t'es un espèce d'abruti à aller faire des updates réguliers qui riment pas à grand chose, que tu rates rien en définitive. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut pas dire que ça depuis combien de temps? Ça fait 5-6 ans, je pense. Oui, au début, je l'ai fait 2 semaines, puis 3 semaines, puis 6 semaines. Mais ça ne marche que en désinstallant totalement les apps, quoi, en ce qui me concerne. Et deuxième point, donc j'arrête pas de travailler pendant 6 semaines. Globalement, j'ai 2-3 semaines où je ne bosse pas. Et le reste, je suis à tiers-temps voilà, pour vérifier à distance que tout se passe bien aussi. Bon, canon. Inspirant ce côté couper les applications, j'en suis pas encore là, mais je partage, je bois tes paroles quand tu parles de ton pouce qui se balade. Mais j'imagine que ça fait un bien fou. Ouais. Et on parle de ton parcours rapidement. Il y a ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas. En termes de formation et mindset, toi, t'es plutôt ingénieur ou business school? T'as grandi dans quel univers? Business school? C'est intéressant parce que maintenant j'ai une fille là qui est en terminale et qui est pas, pour qui la scolarité est un enfer, donc c'est peut-être pour le partager un petit peu. Moi, je n'ai pas été très très scolaire, fan de mes études jusqu'au bac.
J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a dit tais-toi, il va faire une prépa, alors que j'étais pas prêt pour faire une prépa. Et pendant 2 ans, je me suis enfermé comme un prisonnier pour travailler et rattraper les 10 années où j'avais pas bossé avant. Donc, je sais pas quel déclic il peut se passer à un moment dans une tête d'un ado, mais ça s'est passé. Je me levais à 6 heures du mat, je me couchais à 2 heures du mat et je travaillais. Voilà. En prépa commerciale, du coup, à l'époque. Prépa commerciale, et puis j'ai intégré l'EDEC. J'étais très content d'être à l'EDEC. Et à l'EDEC, j'étais tellement content de retrouver une vie étudiante un peu plus normale que je suis devenu président du BDE et les cours, j'avais oublié. T'as pas fait ça à moitié, quoi. Voilà, et j'ai adoré, une super expérience. Donc, s'il y a des gens qui sont encore à cette étape-là, investissez-vous dans des vies associatives, parce que on apprend tellement à bosser avec une équipe de 15 personnes, à gérer un petit budget, à se taper des galères, à avoir des rêves, à les réaliser. Et puis, c'est des âges magnifiques où t'as rien à perdre. T'as un temps fou, t'es payé, t'es nourri, t'es logé, ou tu payes un peu tes études aussi en travaillant, mais ton risque, il est, voilà, tu vas pas mettre à la rue une femme et des enfants ou d'autres choses, et donc t'as des conditions, en plus maintenant avec les écoles qui ont des incubateurs et autres, c'est irrespectueux de ne pas saisir cette chance. Voilà, donc un parcours de ce type-là, avec un réveil un peu tardif sur les aspects scolaires, et puis et les grandes étapes de ce parcours après les écoles? Faire très simple, après les écoles, j'ai bossé 2 ans en Amérique latine, au Chili et au Mexique. J'ai adoré aussi, super ouverture d'esprit. Et puis, en fait, ce qui était dingue, c'est quand tu reviens à Paris après 2 ans. Je me souviens même dans le taxi en rentrant de l'aéroport au bout de 2 ans, tu regardes n'importe quel bâtiment en France, à Paris, haussmannien et compagnie, tu te dis, mais tu prends un building comme ça, tu le mets dans un des pays que tu as vu, ça devient la mairie. Ça devient le plus beau bâtiment du pays tellement c'est beau, et quand on est à Paris, on a un musée vivant qu'on ne savoure plus forcément. On ne savoure plus forcément le fait d'avoir des routes sans des trous au milieu. On savoure plus forcément le fait que quand t'appelles la police, ils viennent, ou les pompiers. D'avoir des services un peu publics qui tiennent la route, même si ça se dégrade un peu sur la santé actuellement ou l'éducation. Mais voilà, on a quand même un trésor dans les mains et on le savoure pas assez. Et puis les Français ils râlent, mais c'est quand même un pays de dingue. Voilà. Donc j'ai vécu un peu à l'étranger, et puis je suis rentré, j'ai fait un peu de conseils. Puis la bulle Internet est arrivée. J'étais chez Andersen Consulting pour les anciens, c'était ce qui est devenu Accenture. Et mon client m'a dit viens, je vais chez Casino, on va monter des startups. Et je l'ai rejoint pour faire ça. Et en 1 an, on a monté, je crois, 7 ou 8 boîtes chez Casino. Et puis dans les 4 mois qui suivaient, on les a fermées toutes, sauf une. Donc c'était assez violent et rapide, mais c'était la bulle Internet avec ses up and down. Mais du coup, j'ai pris la picouse Internet très tôt. Très tôt, on parle des années 2000. Hein. Et au moment où la bulle a explosé, la plupart des gens sont retournés à leurs anciens métiers, se mettre au chaud. Et moi, je suis resté à faire du digital dans les agences. Je dirigeais les activités Internet de quelques agences. Et puis un jour, j'ai rencontré des gars, on pourra y revenir, à qui je me suis associé pour monter une première boîte. Ok, qui a été revendue. Et c'est là où après tu t'es lancé avec 3D Funded. Il y a un truc, tu parlais c'est là que tu as eu le déclic pour Internet, mais il y a un déclic dans ton parcours qui est le fil rouge, c'est quand même l'entrepreneuriat. Ça vient d'où cette passion de lancer des projets, de monter des boîtes, et je sens que t'as une certaine fascination pour le monde entrepreneurial. Il est arrivé comment? Est-ce que tu as croisé des gens? Est-ce que c'est complètement naturel, inné? Ça vient d'où? Alors écoute, si cette discussion qu'on a à travers ce podcast m'aide sur cette séance de psycho à trouver l'origine, ça sera avec grand plaisir, parce que j'ai vécu dans un environnement familial où mon père a fait 100% de sa carrière dans l'entreprise dans laquelle il a commencé son stage, et il a fini à la retraite dans la même, qui était Exxon, Esso. Donc, si tu veux, même quand je lui ai dit au bout de 3 ans de mon premier boulot que j'allais partir, c'est un échec. Et tout ça pour devenir salarié dans une autre boîte. Et le jour où je dis que j'ai quitté une position de salarié pour monter une boîte d'un truc que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, avec un financement qui n'était pas assuré, là, je pense qu'il commençait à me connaître, et il m'a dit je te fais confiance. Mais c'était complètement antinomique avec l'environnement dans lequel j'ai grandi. Non, je pense que le truc, c'est qu'à chaque fois que je suis dans un endroit,
je cherche à remettre en cause. Mon premier stage, je travaillais dans une banque, j'étais derrière le guichet, j'ai cherché à améliorer l'accueil des clients. Mon premier job au Mexique, j'ai cherché à arranger la position, c'est la Société Générale de la SOG au Mexique avec le gars avec lequel j'étais. Au BDE dans lequel j'étais, c'était l'ouverture de l'EDEC sur le site de Nice, un ADN 100% entrepreneurial, ce qu'il fallait tout créer, et on se fixait aucune limite pour faire rayonner cette école qui ouvrait à Nice. Donc on allait chercher Nicolas Sarkozy quelques jours avant la campagne présidentielle, quand il soutenait Balladur pour qu'il vienne intervenir à l'école. On passait par la fenêtre, par la porte, par la moquette, dessous la moquette pour aller chercher. Et en fait, j'ai pris une picouse à ce moment-là qui était de me dire qu'il n'y a rien qui est impossible, que les murs font partie, que tu te prends dans la tête font partie du chemin, et l'excitation, elle vient plus à créer des choses qui n'existent pas qu'à gérer quelque chose de standard. Donc voilà, j'ai toujours cherché à faire bouger les murs, mais alors d'où ça vient? Si quelqu'un dans l'audience peut et a la réponse, je suis preneur. T'as envie de prendre le contre-pied du parcours de ton père pour... Voilà, ouais, c'est la philosophie de comptoir, mais bon. Comment vous vous rencontrez avec Romain? Alors Romain, en fait, on l'avait embauché dans ma boîte d'avant. Donc on a créé en 2006 une marketplace qui s'appelait Wengo, mise en relation entre des particuliers et des professionnels. En gros, si tu avais besoin d'un prof de maths, d'un avocat, d'un astrologue, on te mettait en relation. On est parti de zéro, on a levé un peu de sous, on a connu pas mal de galères, et finalement la boîte a très bien fonctionné, parce que à la fin il y avait plus de 250 collaborateurs, elle était rentable, on était dans 9 pays, donc une belle tôle, et on avait embauché Romain qui gérait l'activité de mise en relation avec des enseignants qu'on avait, et donc il gérait une petite BU au sein de notre boîte. Et quand j'ai quitté l'aventure au bout de 11 ans, moi j'ai revendu mes parts à Vivendi qui était actionnaire de l'entreprise. Et en fait, Romain a deux caractéristiques qui fait qu'on s'est réunis. On savait pas trop ce qu'on allait monter. Mais ce qui me plaisait, c'est que Romain a toujours des doutes sur le fait que 1 + 1 font 2. Donc, c'est pareil, c'est une capacité à penser différemment. Voire même des fois trop loin, mais j'essaie de le ramener avec nous. Donc j'aimais bien cet esprit libre. Et d'autre part, il a une capacité à gérer une complexité que je ne sais pas gérer. Donc très complémentaire, si tu veux. Lui plutôt ministre de l'Intérieur, moi ministre de l'Extérieur. Et on est assez unis. On s'est unis en fait sur un mot qui est la bienveillance. Ok. Ouais, voilà, on a essayé de vous réunissez. Vas-y, je t'écoute pas, je te coupe pas. Non, en gros, non, c'est aussi la confiance qu'on peut avoir en une personne à un moment donné où tu te dis, je peux lui laisser les clés de chez moi, je sais que tout se passera bien, quoi. Ok. Et vous vous réunissez, vous avez envie de monter un truc, mais vous savez pas quoi au départ. Ouais. Voilà. Bon. Et alors là, l'idée vient comment? Le 3 de Infodit, enfin, ça alors je vais t'expliquer. Donc, pendant 11 ans, un parcours entrepreneurial qui marque, où tu te dis, tout ce qui m'intéresse, c'est monter des boîtes. Je pourrais jamais m'imaginer revenir dans un autre environnement. Et puis on n'est pas trop mauvais dans la créativité, dans la gestion de ces phases un peu difficiles. Et avec Romain, donc on s'associe, on monte une boîte, on se met 50-50 et on se dit, dans un premier temps, on va essayer différentes choses. Et moi, j'étais marqué par des réunions que j'avais à l'INSEAD, où j'intervenais à l'INSEAD et au CEDEP, non pas devant les MBA, mais en exécutif programme. On me demandait de raconter mon aventure entrepreneuriale. Et à chaque fois, j'avais le board ou le Comex, de Danone, L'Oréal, ou de certaines banques. Et à la fin, j'étais assez sidéré de me dire, tiens, c'est quand même dingue que ces boîtes-là, avec leur puissance de feu et tous les moyens qu'ils ont, n'aient pas créé des actifs tech 500 fois plus forts. Et il y a une dichotomie entre la puissance du mammouth et l'inertie. Et ce constat me rendait fou. Deuxième élément qui a germé dans le cerveau, c'est une conversation avec mon fils qui avait à l'époque 16 ans. Et je lui ai demandé quelle banque il voulait prendre. Et pour faire simple, il m'a dit, écoute, il m'a montré son téléphone, quoi. Il m'a dit, je prendrai Apple Bank le jour où ça sera dispo.
Alors ça m'a pas surpris, parce que c'est son univers, un ado, ça vit dans un téléphone, donc jusque-là à peu près normal, avec des marques très, très fortes. Mais je dis, tu sais, je suis à la caisse d'épargne, et là, il me regarde, il me fait, mais papa, c'est une banque pour toi, ça. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même dingue que cette génération-là, et donc c'est un peu le futur de pas mal de sociétés du CAC 40, ces marques à laquelle ils sont exposés à travers toutes les agences, les campagnes de pub, le sponsoring et compagnie, sortent totalement de leur radar des acteurs traditionnels qui ne leur parlent plus. Et là, je me suis dit, bon, je suis pas euro, mais est-ce qu'on peut pas aller voir quelques boîtes du CAC 40 et leur dire, venez, on va créer ensemble des nouveaux actifs qui pourront peut-être être des relais de croissance pour vous dans le futur, mais on va les faire avec les codes plutôt des startups, donc deux changements. Un, parler à d'autres publics que vous ne touchez pas, et deux, exécuter de façon radicalement différente que on a envie de créer une nouvelle activité, appelons McKinsey pour lancer une nouvelle boîte, quoi. Et je me suis dit, il y a un mode opératoire, si on arrive à craquer un modèle où on arrive à unir entrepreneurs et larges compagnies avec leur puissance de feu, je ne sais pas quel était le modèle, je me dis, là, il y a un truc. Donc c'est comme ça qu'est né 3-2-1 Funded. Et j'ai l'impression que c'est un sujet assez pas classique, mais en tout cas connu. C'est un challenge qui est assez connu. Beaucoup se sont cassés les dents. Est-ce que t'avais fait un benchmark assez approfondi, parce que c'était hyper risqué comme voie de se lancer là-dedans. Beaucoup de boîtes finalement ne trouvent pas la rentabilité, ne trouvent pas le bon modèle. Est-ce que vous êtes arrivé avec un positionnement différent dès le départ? Est-ce qu'il s'est construit au fur et à mesure, ce positionnement différent? Alors on avait quelques partis pris sur lesquels on voulait pas lâcher. Typiquement, pour nous, on ne pouvait créer des boîtes qui étaient viables avec des larges compagnies que si on crée une structure ad hoc. Donc, tu vois, il faut se protéger de l'inertie du mammouth, là, pour reprendre le terme, et ça passait par créer cette capsule. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a jamais lâché. Pour être très franc, pendant les 1 an et demi de début d'aventure, on a fait avec une logique que de fees et d'honoraires pour essayer de craquer le modèle et leur dire, voilà, on veut bien te payer pour faire, mais notre finalité, c'est quand même de monter une boîte ensemble. Et comme on n'avait pas encore les modèles de term sheet et le modèle d'association et tout n'était pas encore clair dans notre tête, on a dit on commence comme ça, mais on va dans le chemin de monter une structure ensemble. Et globalement, assez rapidement, tout le monde a dit non, en disant on veut bien vous payer pour faire comme on payerait d'autres, mais à aucun moment partager la valeur de l'actif d'un point de vue capitalistique. Et ben nous, c'était la red line, on a dit bah, écoutez, on s'arrête. Voilà. Okay. Parce que prestataire de service, je l'ai fait dans le passé, j'avais pas envie. Pour revenir pourquoi, mais chercher un modèle où on s'aligne dans le temps avec un intérêt commun et pas un intérêt facturé ou des intérêts divergents, mais l'intérêt que cette boîte elle cartonne et qu'on partage tous les risques ou les rewards. Voilà. Et pas faire comme on peut le faire en agence, un accompagnement sur 1 an ou 2 dans un budget. Non, pour moi, c'est l'aventure, elle peut durer 3, 5 ans, 7 ans, jusqu'à ce que la boîte atteigne un seuil critique et soit viable pour être revendue ou pour être reprise entièrement par le corpo. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas lâché. On a itéré pas mal sur le modèle. J'ai pas fait de benchmark, si ce n'est que j'ai regardé 1 ou 2 boîtes et à l'échelle européenne, à l'échelle même aux États-Unis ou en Israël, qui font à peu près du corporate venture building. On est même entré en discussion avec eux, parce que eux voulaient nous racheter alors qu'on n'avait rien. Mais en fait, ils voulaient acheter l'équipe pour nous on développe la France et l'Europe. Donc on a discuté avec des Américains. Passionnant parce qu'ils ont une capacité de pitch. Quand l'équipe nous parlait, les fondateurs, on a l'impression que c'était franchement un feu d'artifice de dingue. Mais au bout de 5-6 rendez-vous, quand on a creusé sur les chiffres, le concret, ce qu'il y avait derrière la façade, aujourd'hui on est nettement plus gros qu'eux, alors que quand on les écoute, on a l'impression qu'ils ont envoyé déjà 17 fusées sur Mars, tellement c'était exceptionnel. Donc nous on est allé plutôt dans une approche assez low profile. On s'est dit on a envie aussi d'être seul, on n'a pas envie d'actionnaire pour l'instant. On n'a rien prouvé, personne n'a craqué le modèle, donc à nous d'aller dans la mine et essayer de craquer le modèle. Bon. Et tu peux nous pitcher ce que c'est. Alors après, est-ce que le positionnement a évolué au cours de ces années, mais quel est le positionnement, on va dire initial et tel qu'il est aujourd'hui? Quelle est votre offre? Notre offre,
on est une équipe d'entrepreneurs capable de monter des boîtes avec des larges compagnies. Et on a un modèle opératoire qui permet d'avoir une exécution digne des meilleurs scale-up. Donc on va chercher chez le corpo, et on va revenir sur le modèle, mais ce qui peut apporter comme contribution positive à l'entreprise qu'on va créer, et on va mettre de côté tous les points d'inertie, en mettant ça dans une nouvelle société qu'on va créer ensemble. Globalement, la méthode, c'est qu'en général, le point de départ, c'est que c'est des boîtes SBF 120 ou 440 qui viennent nous voir en disant on a une idée. Ou, logique défensive, on est attaqué sur notre marché par tel acteur. Ou on a un asset dans l'entreprise et on pense que ça vaut quelque chose, mais on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas comment l'exploiter. Et donc, en fait, il y a un point de départ. Et nous, notre méthodologie, c'est qu'on passe 2 mois à torturer le sujet. Voilà, on a 2 mois d'études d'opportunité, ce qu'on appelle le venture design, où on a une équipe en or qui va analyser, donc là dans un modèle de FIS, et on peut prendre une partie des risques et prendre une partie de la charge à notre charge. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que sur le sujet qu'on commence à analyser, en moyenne, on va analyser et étudier 400 boîtes dans le secteur. Alors, on a nos algos qui vont les chercher dans les 4 coins du monde et quelques petits outils. Et on va les décortiquer, ces boîtes-là, pour comprendre pourquoi certaines marchent, pourquoi certaines ne marchent pas. Et on va parler à une centaine de personnes qui sont des clients fournisseurs pour être très concrets et voir si l'idée sur laquelle on commence à mettre le doigt a un avenir en France ou en Europe. Et derrière ça, au bout des 2 mois, on répond à une question. Est-ce qu'on pense qu'il y a une opportunité de marché avec une profondeur de marché? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième pan de la question, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a dans les mains le go-to-market pour l'adresser? Est-ce qu'il y a pas mal de boîtes qui te disent « Waouh, il y a une super idée, c'est de faire ça. Il y a un marché, il y a un business plan, tout ça, voilà, ça peut faire quelques millions, milliards et compagnie, mais n'ont toujours aucune idée de comment l'adresser. » Et nous, au bout des 2 mois, on est capable de dire « Il y a une opportunité de marché, voilà comment on se positionnerait, voilà l'équipe qui pourrait prendre le lead, et voilà le go-to-market pour y aller. » Et donc, on est capable, comme une levée de fonds, d'estimer à ce moment-là que le besoin de financement pour les 2 premières années est de temps et voir si notre partenaire corpo est OK pour se lancer. S'il est OK, on crée la nouvelle venture pour lancer l'activité. OK. Tu t'adresses à qui comme acteur? Tu parles de gros corpos, c'est les membres du CAC 40, SBF 40, SBF 120, et tu parlais un peu des nouveautés. Là, on commence à discuter dans quelques zones européennes. OK. Le point d'entrée dans ces grands comptes-là, c'est le C-level, c'est les patrons de l'innovation. Tu t'adresses à qui? Tu rentres comment? Alors la réponse va pas forcément te plaire parce que en fait, à on a monté 8 boîtes aujourd'hui, et en fait, chaque fois c'est un cas différent. Donc des fois c'est le directeur de la strat, des fois c'est le CEO, des fois c'est le directeur de l'INO, des fois c'est le directeur de la BU France. Mais en fait, quand je regarde ces 8 personnes, elles ont 2 caractéristiques communes, systématiquement. Un, c'est quelqu'un qui est reconnu dans l'entreprise pour être celle ou celui qui fait des choses que personne ne fait. Donc c'est le gars qu'on a balancé en Colombie et qui revient et qui a redressé le pays. C'est la femme qui a lancé un nouveau service il y a 3 ans, qui aujourd'hui pèse lourd dans la boîte. Donc c'est quelqu'un qui est connu pour être un peu off-road. Et donc la deuxième facette de cette personne-là, c'est quelqu'un qui est reconnu pour faire des choses atypiques, mais qui a la confiance du CEO direct. Et parce que nous, on représente une part de nouveauté assez importante, parce que la grande entreprise ou l'entreprise va devoir s'associer avec des gens qui sont nous, mais également les fondeurs qu'on va aller chercher, pour lancer quelque chose qu'ils n'ont pas encore lancé, donc deuxième zone de risque, et ils vont mettre sur la table quelques millions pour partager le capital de cette activité, donc une logique d'investissement assez opérationnelle. Donc c'est quelque chose d'assez atypique parce qu'aujourd'hui, les boîtes, comment elles font quand elles veulent innover? Soit elles le font en interne, elles vont demander elles mettent 5 personnes dans une salle, allez, craque-moi ça. Soit elles appellent un cabinet de conseil, soit elles font du M&A. Et donc nous, on devient la 4e alternative. Channel, ouais. Voilà. Et donc il y a besoin de pédagogie. Donc ravi de partager avec ton audience aujourd'hui. Il existe une nouvelle voie pour s'associer avec des entrepreneurs, pour créer des nouveaux relais de croissance, avec une façon d'opérer différente.
Bon. Comment tu fais pour gérer l'acquisition de tes premiers clients? C'est essentiellement du réseau ou de la prospection dans le dur au départ? Alors, pour le fun, j'ai interdit l'usage du mot client au sein de 3D Unfounded. Nous n'avons pas de Ok. clients. Ok. Nous n'avons que des C'est-à-dire? partenaires ou des associés. Mais D'accord. dès le premier rendez-vous, à aucun moment je veux une relation client-fournisseur. On n'est pas là pour avoir ce genre de relation, puisqu'on va s'associer et partager un risque dans le temps, et on va se marier comme un petit couple pour 3, 4, 5 ans dans une aventure. Donc si on commence avec une relation dominant-dominé, je pense qu'on va nulle part. Et puis nous, on s'est entouré au sein de 321. Tous les collaborateurs qu'on a sont tous des entrepreneurs. Donc c'est pas la façon de les attirer. Ils ne resteront jamais en place avec quelqu'un qui n'a jamais créé de boîte, qui va leur apprendre comment on le fait. Ça marche pas. Ils sont à l'écoute, ils ont envie de répondre. On va chercher là, et on a besoin d'une relation d'égal à égal, puisqu'on est vraiment des partenaires. Et alors, comment on va les chercher? Au début, quand on a lancé 3D Unfounded, j'ai fonctionné surtout sur mon réseau. Voilà, j'essaie d'appeler, c'est la force de l'âge, hein. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Essayer de toujours faire les choses bien dans ce petit écosystème où tout le monde se connaît. Et donc, les gens m'ont renvoyé la balle assez gentiment et ouvert des portes. Donc ça, c'était le premier levier. Et au bout d'un an et quelques, on s'est dit, tiens, on commence à monter une boîte, ça marche plutôt bien, on va accélérer un petit peu sur la com, on va raconter ce qu'on fait. Et on a pris une agence d'RP pour se faire connaître. Et c'est tout. Et donc, on n'a jamais fait de prospection dans le dur. On pourra y revenir, hein. Mais j'étais assez marqué, moi, par une discussion, mais ça remonte à très longtemps, avec le directeur marketing de Audi. Il m'avait dit, je sais plus, c'était il y a 15 ans ou je sais plus combien, nos voitures, ce sont pas des voitures qui se vendent. Voilà. Une Audi, ça s'achète, ça se vend pas. Ok. Et t'as été marqué par ça, je comprends. T'as quand même, t'en es pas resté là parce que t'essayes d'innover à toutes les étapes. Et récemment, tu t'es quand même lancé dans la prospection, ou en tout cas dans je sais pas comment on dit, dans l'acquisition, dans la séduction. Tu peux nous raconter l'épisode on va dire du cadeau CAC 40 récent que tu as abordé. C'était quand déjà cette initiative-là, mois de juillet dernier? Ok, raconte-nous d'où ça vient et raconte-nous ce que t'as fait. Alors, comme je disais, à un moment, on avait 4-5 boîtes qu'on avait lancées, on commençait à avoir une histoire, on a décidé de recruter quelqu'un au marketing chez nous, parce qu'on s'est dit, on fait un truc qui est plutôt chouette, mais on le raconte pas assez, donc il faut qu'on ait Marine qui nous a rejoint, Marine Vanier, pour diriger le marketing et la com de 321. On a envie de rayonner un peu sur le marché français. Donc Marine est arrivée, et puis on a fait pas mal de trucs, et elle nous a proposé à un moment, elle a dit, écoutez, ce qu'on va faire, il faut personne nous connaît dans le 440, c'est que ton réseau, tes contacts, donc on va envoyer un petit cadeau très personnalisé à des gens qui sont en charge de l'innovation ou de la stratégie dans les COMEX des boîtes du 440. Et plutôt que de faire un truc lourdingue ou du LinkedIn automation ou des trucs comme ça qu'on fait pas, on s'est dit on va essayer d'être un peu créatif. Et Marine nous a dit, écoutez, on va envoyer un petit colis. Dans ce colis, il y aura une couverture des Échos qu'on aura traficotée, je vais t'expliquer. Il y aura une petite casquette et une lettre extrêmement personnalisée, où imagine, t'es le directeur, je sais pas, t'es en charge de la stratégie de n'importe quelle boîte du CAC 40. Tout ce colis et tu vois la couverture des Échos avec une feuille qui est encadrée dans un petit cadre, tout joli, sous verre. Et là, cette couverture des Échos, tu vois ta tête, avec ma tête à côté. Et il y a écrit Yota, la boîte cofondée avec, je sais pas, Air Liquide ou Accor ou je ne sais quelle boîte, aujourd'hui fête son succès et a atteint le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est en une des Échos avec retour sur l'histoire, avec l'interview de Patrick Amiel et de la personne d'Accor ou de... Et ça pour chacun des personnes que tu as ciblées. Entièrement personnalisé. Okay. Le nom de la boîte change, la tête de la personne change, l'histoire qu'on raconte change. Donc, gros boulot. Les Échos qui sont là personnalisés. 2, une petite lettre, un petit mot écrit à la main d'une page qui revient sur cette histoire où on se rappelle qu'on a vécu des up and down pendant quelques années et la trajectoire et qu'on peut aujourd'hui célébrer cette victoire. Et puis à la fin en disant, c'est ce qu'on aimerait être dans 3-5 ans, mais si vous voulez qu'on vous explique comment on déboîte, appelez-nous.
Donc on revient quand même sur un espèce de call to action à la fin. Et puis une petite casquette très jolie, très personnalisée, avec le nom, par exemple, si la boîte s'appelait Iota, tu vois, il y a écrit Iota sur la casquette, et au dos, il y a écrit, par exemple, Air Liquide et 3D Funded, Uni Forever, je sais plus quoi, un truc comme ça. Et ça a donné quoi? Et donc on l'a envoyé à 35 personnes. Alors, juste pour la petite anecdote, cette opération a été faite en 2-3 semaines en interne, avec Marine et Raphaël qui l'a aidé, et ChatGPT pour produire tout le contenu. Donc c'est IA powered pour l'OP. Sur les 35 envois, donc on était hyper excités, tous les petits colis étaient chez nous, ils ont déposé à la poste avec tracking de tous les trucs pour vérifier que c'était bien livré. 24 heures après envoi, on n'avait pas encore de réaction. 48 heures après non plus. 72 heures après non plus. Donc on se dit, oh, c'est bizarre, on n'a même pas quelqu'un qui fait un petit smiley, un truc, ouais. Ouais, rien. Et puis bon, maintenant on est 2 mois après l'opération et on en est à 0 retour. L'opération bide totale. Donc ça reste un mystère parce qu'on pensait que c'était suffisamment marrant et personnalisé pour générer quelque chose. Et pour tout te dire, à la seconde où on enregistre ce podcast, je suis en train de consulter. Marine a relancé les 35 personnes ce matin. Je suis en copie des mails et je les vois apparaître. Et à ce jour, toujours rien. Okay. Bon, c'est pas la bonne approche, ou alors peut-être que le délai de réaction va être un peu plus long. Mais bon, je sais pas, ça reste encore un mystère. C'est le deuxième mystère. Après, pourquoi l'entrepreneur... On se tiendra au courant pour la suite, ouais. Ouais. Impressionnant. Bon, en tout cas, ça reste une démarche, comment dire, ce genre de truc-là qu'il faut réussir à tester. Parce qu'il y a que en le testant qu'on apprend. Je pense que vous êtes bien marré. Après, ça coûte un peu cher comme prospection, mais j'adore. Et à voir si ça paye malgré tout d'ici quelques jours ou quelques semaines. Le positionnement que vous avez dans les projets, dans les industries, dans les types de projets ou de produits que vous créez, est-ce qu'il y en a un d'ailleurs, ou est-ce que vous êtes agnostique? Quels sont les points communs? Parce qu'on parle de tech, mais je ne sais pas si c'est que des projets technologiques. Quel est votre fil conducteur dans les projets que vous menez? Donc, le positionnement des projets. Au début, on s'est dit, on est très bon par notre expérience sur les marketplaces. Moi, pour avoir mis des tickets dans des boîtes de fintech, je comprenais à peu près de quoi ça parle aussi, donc en fintech, et on s'est dit, on va être légitime là-dessus. On s'est aperçu très rapidement que être spécialiste, c'était pas le bon sujet. Donc, on est généraliste. On intervient dans tous les domaines d'activité à partir du moment où il y a une composante tech élevée. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens viennent chercher chez nous une capacité de pensée différente et une capacité d'exécuter. Ce qu'ils vont faire en plus de 2 ans, on va le faire en 6 mois. Avec un budget, un coût, un temps inférieur et une exécution radicalement différente. Et donc voilà, c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est pas une expertise sectorielle. Et pourquoi? Parce que cette expertise sectorielle, tu vois, c'est comme si tu me dis, ouais, mais si demain il faut lancer un truc dans l'énergie, je sais pas quoi, un truc très précis, vous avez pas l'expertise. Non. Par contre, elle est chez le corpo. Donc on va prendre 1 ou 2 personnes chez le corpo et on va les détacher pour aller chercher cette expertise. Et dans notre réseau, on va aller parler à X entrepreneurs qui maîtrisent ce sujet pour trouver une façon de les onboarder et qui contribuent. Donc on acquiert l'expertise de façon indirecte quand c'est l'expertise sectorielle. Mais par contre, la capacité d'exécution, elle est chez nous, elle est unique, et c'est ce qu'on apporte. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Il y a un projet sur lequel on pourrait peut-être rentrer un peu dans le détail qui m'avait plu. Qui m'avait plu et que j'avais trouvé assez complexe techniquement. C'est le projet qui t'a mené au PMU avec Constantin Garot, que je connais par ailleurs. Salut Constantin. Ce projet-là, par exemple, tu peux nous le pitcher et nous dire comment juste le process, comment on t'arrive à mener ce projet-là. L'idée vient d'où, comment vous vous êtes rencontrés et parce que j'ai l'impression que c'était un projet assez successful quand j'ai vu le résultat. Mais est-ce que tu peux nous illustrer avec cet exemple-là? Alors aussi pour partager des learnings avec ton audience.
En fait, c'est Constantin, que je connaissais pas, qui me contacte via Twitter en me disant je suis en charge de l'innovation au PMU, on réfléchit à monter un nouveau truc et est-ce qu'on peut en parler. Mais Constantin, ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on était indirectement connectés via LinkedIn et Twitter. Donc, la capacité de investissez du temps sur Twitter, sur LinkedIn, pour développer votre reach, votre audience. Il y a des sujets qui dorment et qui vont peut-être éclore un jour. Ouais, et puis il faut pas y chercher non plus une finalité. Il faut parler avec le cœur, parler spontanément et n'attendre rien en retour. Moi, j'attends rien. J'essaie de voilà. Et dans le temps, on se construit. Ce que j'essaie d'expliquer à mon fils qui a 19 ans, mais en faisant ça, tu te construis une arme de construction massive. C'est pas de destruction, au contraire, c'est que ça te crée un réseau, et c'est encore plus vrai dans ce monde de télétravail et autres. Moi, ce réseau me permet d'activer quand j'ai besoin de recruter, quand j'ai besoin d'un partenaire, un client, un truc, boum, ça te donne un reach automatiquement hyper qualifié. Je sais plus combien, j'ai 30 000 personnes là-dedans, et donc c'est assez précieux. Et donc tout ça pour dire que c'est dans ce cadre-là qu'on était indirectement lié avec Constantin. Il me dit, je vois à peu près ce que vous faites chez 321, je suis curieux d'en savoir plus. Donc, point de départ, c'est ça. Le PMU, c'est une boîte qui fait à peu près 10 milliards d'euros d'encaissement pour, si je me trompe pas, plus de 800 millions d'EBIT. Donc, c'est une belle machine qui est gérée par une présidente aujourd'hui qui est une femme admirable dans un milieu très masculin, ça a souligné, mais qui s'appelle Emmanuel, qui si ma mémoire est bonne, je vais peut-être la vieillir ou la rajeunir un peu, mais autour de 37-38 ans. Donc, c'est assez étonnant. Et ça veut dire juste qu'elle avait une ouverture d'esprit, une modernité quand même dans sa tête, pour se dire, je vais essayer de créer des relais de croissance pour le PMU qui ne fait très bien une chose depuis tant d'années. C'est une boîte qui est presque centenaire, qui est de gérer le pari hippique et un monopole d'État. Donc activité régulée, très compliquée, mais quand tu regardes ce qui se passait sur le marché, c'est le moment où Sorare se développe. Sorare, ils ont préempté la communauté de tous les passionnés de foot. Aujourd'hui, elle n'est pas monétisée dans une logique de pari, mais les centaines de millions de passionnés de foot se retrouvent sur Sorare. Ils ont pris la licence de NBA aux États-Unis, donc ils vont aller sur le basket. Celui qui va préempter un jour la communauté des paris hippiques pourra peut-être un jour à terme la monétiser autrement. Donc soit tu laisses l'espace à quelqu'un, soit tu le prends. Et je pense que la stratégie du PMU est excellente de dire à nous de lancer cet acteur dans l'univers du Web3 qui va préempter la communauté des passionnés du monde hippique. Donc on a créé Stables sur ce point de départ avec cette envie d'aller, on allait chercher un actif au sein du PMU qui est à la fois le monopole mais aussi l'expertise de ce secteur et la capacité d'exécuter de façon hyper rapide parce qu'en quelques mois on était prêt à lancer Stables. Et donc on a créé cette communauté-là on a lancé les premiers NFT au bout de quelques mois en faisant un sold out assez rapidement. Donc je reviens sur pour que tout le monde ait bien en tête, le PMU a le monopole d'État sur les paris hippiques, fait 10 milliards d'euros d'encaissement pour à peu près 800 millions d'EBIT. Et donc ça c'est un élément de contexte, donc c'est un acteur lourd qui a un monopole. Donc aussi très réglementé, mais ils se disent le Web3 à travers Sorare a prouvé que Sorare était capable de réunir tous les passionnés du football, et peut-être qu'un jour ils vont monétiser à travers du pari ou autre cette communauté. Ensuite Sorare a monopolisé quelque part, essaye d'accaparer la communauté des passionnés de basket avec le deal qu'ils ont aux États-Unis avec la NBA. Peut-être qu'un jour ils iront sur les paris hippiques, donc soit on laisse cette zone-là en flottement, soit on la développe. Et donc le PMU, que ce soit Sorare ou quelqu'un d'autre, a décidé de développer un fantasy game qui s'appelle Stables, qui permet à tous les passionnés du monde hippique et ceux qui veulent le découvrir aussi de vivre le frisson de la course en te donnant le sentiment en te donnant la possibilité d'être propriétaire d'un cheval. Alors un cheval digital, mais indexé sur des courses et sur un cheval réel. Donc tu as une dimension à double dimension. Il y a des courses, la valeur de ton NFT va prendre en fonction de la performance réelle du cheval, mais également des courses digitales qui sont créées sur Stables. Donc on a eu la chance qu'il y ait un sold out parce que tous les NFT ont été vendus en 72 heures.
Moi, je suis propriétaire d'une dizaine de canassons, parce que j'en ai acheté aussi. Ah bon? Ah ouais, et c'est vachement fun, parce que tu vis vraiment le frisson des courses. J'en ai un qui s'appelle J'accélère, qui a fini 9e de la dernière course sur 10. Et t'étais déjà dedans avant ou pas du tout? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais comme beaucoup, je pense 80% des gens qui ont acheté des NFT n'étaient pas passionnés du monde hippique au préalable. Mais une fois que tu as ton petit canasson, que tu vois que tu gagnes des stable points parce qu'il est arrivé premier à la course de Deauville, telle date, là, tu commences à regarder un peu l'histoire, puis tu vois qu'il va participer à une course, j'allais dire digitale, qui est organisée par Stables, et tu peux voir pendant tout le moment où il court sa position, avec les commentaires du commentateur où tu vois qu'il est en train de décrocher et puis de revenir. Ouais, tu vis je sais pas si tu es déjà allé dans un hippodrome, mais tu retrouves ce frisson, où des fois tu vas dans un hippodrome avec des copains, tu mises 5 € et puis tu es en train de hurler comme un fou pour que ton cheval arrive premier, parce que tu te prends au jeu. mais tu recrées ça assez rapidement. Donc aujourd'hui, la communauté est hyper engagée, ne cesse de se développer, est présente en France et à l'étranger. Et Stables, de beaux jours devant lui, quoi. Donc on a créé un actif. C'est un truc qu'ils vont généraliser du coup pour faire entrer de nouveaux justement chevaux qui étaient pas encore listés dans la. Alors c'est plus pour faire entrer, pour diversifier le reach un peu du PMU, parce que le PMU aujourd'hui, jusqu'à présent, les gens qui parient, ils vont dans des bars, dans des tabacs, un peu sur le digital. Là, on adresse une communauté complémentaire, plus jeune, plus moderne, plus que le PMU ne touchait pas. Donc tu enrichis vachement le reach du PMU. Avec une différenciation du point de vente. Et je sais qu'ils ont eu des sueurs froides aussi pendant le Covid qui a privé une partie de leur public des points de vente, justement, et la digitalisation de leur communauté, elle est fondamentale, quoi. Ouais. Cool, beau projet, assez complexe quand même, mais hyper intéressant. Il y a une phrase de Mark Zuckerberg que j'adore, qui est, alors je sais pas si elle est lue, mais en tout cas je l'avais lu chez lui. Si c'est pas nous qui inventons ce qui va tuer Facebook, d'autres le feront à notre place. Et cette capacité à être à fond dans son projet, dans son business, mais être à fond dans la concurrence de son projet, parce que finalement, on doit être à fond, mais on doit aussi se dire qu'il y a peut-être autre chose qui est en train de se passer à côté. Ce mindset-là, je trouve qu'il est pas très fréquent. Alors moi, je vois à mon niveau, je parle pas tous les jours avec des patrons du CAC 40, mais pas mal de mes clients, même dans mes investisseurs, des gens qui n'envisagent pas forcément la diversification ou qui la voient comme quelque chose de complexe, alors que moi, parfois, je la vois comme en fait, oui, on peut se dire que ce qu'on est en train de faire va peut-être mourir, et il faut qu'on l'envisage, il faut qu'on l'intègre dans notre stratégie, dans notre quotidien. C'est quelque chose que t'en penses quoi déjà de ce mindset? J'ai l'impression que toi, c'est quand même un peu ton fonds de commerce aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois enseigner aux interlocuteurs que tu as, ou c'est quelque chose que eux ont chez eux? Et peut-être que parfois, ils en ont peur de cette partie-là, parce qu'ils vont se dire, mais attends, moi, je suis une institution, mais en même temps, au fond de moi, j'ai peur que cette institution soit balayée un jour par quelque chose que j'ai pas vu venir ou que j'ai pas voulu voir venir. Ma question est pas très claire, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase-là? Ouais, je comprends. Mais pour être franc, c'est jamais formulé tel quel. Parce qu'ils sont assis sur des boîtes qui font X milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si tu veux, avant de voir un risque qui vient menacer en direct, moi, des fois, je le vois un peu, mais c'est pas perçu de la part des interlocuteurs. Ils se disent, on va peut-être plutôt passer à côté d'un petit truc qui est à côté, qui deviendra peut-être grand, donc on doit y aller, mais est-ce que ça met en péril l'édifice global? Et l'histoire a prouvé que certains se sont dit, attention, arrivent des néobanques et compagnie, ça va être la Bérésina, tu fais le relevé de compteur, voilà, ça reste petit à côté du mammouth. Hein. Okay. Il n'y a pas d'exemple enfin si, il doit y en avoir, mais ça reste marginal, mais des grosses boîtes qui se prennent un gros gadin parce qu'elles ont pas vu passer le truc. Enfin après, si, il y en a plein. Il y en a plein. Des boîtes comme Kodak, je sais rien. C'était la menace de Swile sur les tickets resto. Bon, Edenred va très bien. C'est l'autre émetteur Ticket Resto, j'ai oublié, mais va très bien aussi. Ticket Resto, je crois. Ouais, Ticket Resto. Et même racheté par une partie d'entre eux en tant qu'investisseur. Donc, au final, les menaces radicales comme ça, il n'y en a pas des masses. Même, tu vois, tu prenais G7 qui devait fermer tellement Uber arrivait.
résultat des courses, je pense que le G7 va très Il y bien. a de la place pour tout le monde, oui, apparemment. Et G7 est hyper intéressant dans ses réactions, parce que j'avais regardé, étudié vachement ce cas. Ils sont pris un vent de panique, et puis il y a eu un appel d'air quand Uber est arrivé avec ses bouteilles d'eau et ses super taxis et ses 3 bonbons et l'appli. Mais la réaction de G7 a été de dire je mets en place un programme de formation sur tous mes chauffeurs parce que la qualité d'accueil est pas bonne, on les traite mal, donc on traite mal nos clients. Qui sont les clients, les passagers. Donc il y a eu un énorme effort du programme de formation de ce que j'ai comme info. Deuxième chose, le CODIR de G7 a été modifié brutalement en mettant l'IT au CODIR alors qu'il n'y était pas, en disant on a un enjeu quand même maintenant, c'est de se moderniser sur la data et sur l'UX client et les apps et compagnie. Et il faut très vite qu'on revienne dans le game parce que là on est à l'ouest, et ils sont revenus très vite parce qu'aujourd'hui l'app G7 est canon, ouais. Elle est top. Et la qualité de service, c'est pas que l'app en UX, c'est pas les couleurs de l'app, c'est t'as un taxi dans un délai très rapide, ils tiennent la promesse, et le paiement est on board nickel et tutti quanti. Donc il y a eu un changement radical dans le CODIR et dans toute l'organisation derrière. Un autre cas qui est super intéressant, c'est Walmart. T'as Walmart aux États-Unis qui perd des parts de marché face à Amazon qui bouffe tout. Regarde le cours de bourse de Walmart jusqu'en 2016, c'est la Bérésina. Arrive un nouveau patron qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, mais Mac Douglas, un truc comme ça. Il réunit tout le monde chez Walmart. C'est le nouveau CEO. Et il dit, les quotes sont disponibles, mais j'adore comment ça a été formulé. Il dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus une retail company. Alors, pour un retailer, c'est comme Carrefour ou Casino ou d'autres qui diraient je suis plus une boîte de retail. Il dit on devient une retail tech company. Et ça veut dire quoi? C'est pas que des mots. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, il est urgent de se tromper, de faire des erreurs et d'aller sur des chemins dans lesquels on n'est jamais allé. Premier truc. Deuxième truc, il modifie le board de Walmart et il fait venir des entrepreneurs de la Silicon Valley, des gars qui ont un vrai parcours entrepreneurial qui arrivent au board pour modifier tous les choix stratégiques et apporter cet ADN. Et troisième chose, il dit on est distancé sur les aspects tech par Amazon qui est 100 fois meilleur que nous sur le delivery et la data et la logistique. Et il dote la boîte d'un plan, je sais plus de combien, de 1, 2, 3 milliards pour acheter des boîtes, pour avoir une politique de M&A, pour acquérir ce qu'ils n'avaient pas. Donc c'est pas que des mots, c'est pas que de dire waouh ça y est maintenant on est, c'est pas un communiqué de presse, c'est des actions derrière, mais avec une rupture nette. Et la boîte elle est repartie à regagner des parts de marché 3-4 ans après, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Le cours de bourse est remonté et Walmart va très bien aujourd'hui, propose une UX client sur du digital qui est digne des meilleurs, quoi. Okay. Donc ces grands groupes doivent garder la capacité de peut-être pas se transformer de fond en comble, mais d'être capable de pivoter malgré tout, sans pour autant pivoter sur leur business, mais pivoter dans leur orga, dans leur. Mais pour répondre à ta question, la menace, de créer soi-même son propre concurrent, d'avoir cette. Je pense que pas grand monde le fait, mais certains le font des fois en réflexe de survie. C'est-à-dire que quand tu vois le feu arriver, t'as du mal à te bouger les fesses, à prendre des risques énormes s'il n'y a pas le feu. Clairement. Et tu penses que c'est sain de grossir le feu et de se dire les gars, il vaut mieux prévoir et on doit être prudent, ou tu te dis quand tu es un gros corporate comme ça, il y a quand même, ce que tu disais tout à l'heure, il y a du temps avant de se faire challenger quand même fondamentalement sur ces plates-bandes, quoi. Moi, c'est pas mon approche de grossir le feu ou de faire peur ou truc, parce que j'ai l'impression que je parle dans le vide en faisant ça. Mais plutôt d'avoir une approche de diversifier les risques. Ouais, alors déjà, est-ce qu'une boîte doit innover? Oui. Celui qui doit pas innover, je sais pas. Est-ce qu'il doit innover mieux que les autres? Oui. Et comment? Donc il faut diversifier un peu les risques sur l'inno. Donc l'intrapreneuriat, pour l'instant, ça n'a rien prouvé. J'en connais pas beaucoup qui marchent. Faire appel à les boîtes de conseil, c'est très bien, mais jusqu'à aujourd'hui, sauf si tu me dis le contraire, je connais aucune boîte au Nasdaq qui a été créée par McKinsey. Donc si tu veux créer des vrais relais de croissance et des nouvelles ventures, est-ce que c'est les meilleurs pour le faire? Bon, je vais pas me faire des amis, mais ils sont actuel, en tout cas. Oui. Après, il reste le M&A, donc ça coûte oui, mais il y a deux problèmes sur le M&A, c'est de l'intégration. Et donc moi, ce que je crois,
c'est qu'au lieu de racheter une boîte à 100 millions, imagine t'es une banque, tu rachètes une néobanque parce que t'as raté le coche et tu rachètes une néobanque en payant 100 millions. Pourquoi 3-4 ans avant, tu n'as pas pris un risque qui était de créer 2-3 néobanques en mettant 8 millions x 3 par exemple. Il y en a peut-être 2 qui sont mortes, une qui reste, et sur laquelle tu rajoutes peut-être 10 millions pour l'accélérer. Ça ferait un petit budget à 30 et quelques millions sur lesquels tu aurais un actif à toi, tu en as peut-être tué 2, mais ça fait partie du risque. Et entre 30 et 100 millions, déjà tu as un écart, donc c'est plus intéressant de créer des ventures en interne que d'aller racheter un truc. Et en plus, on le sait très bien, il y a des études de Harvard là-dessus, que les boîtes rachetées, il y a à peu près 50% pour lesquelles l'intégration se passe de façon catastrophique. Et tu perds ton actif, quoi. Tu sors 100 millions, mais à la fin, la greffe ne prend pas. Par contre, si ça a été créé quelque part dans ton giron, la probabilité que ça marche est quand même plus élevée pour la digérer. Et pourquoi, tu vois, j'ai beaucoup de monde à ce micro que tu connais, des fondateurs d'Alan, des fondateurs de Payfit, les fondateurs de Luco, dont on en reparlera tout à l'heure. Mais quand tu les écoutes au début de leur projet, alors il faut faire la part entre la com et le langage Startup Nation. Le fake it until you make it, parce que parfois voilà, on nous raconte que ça fonctionne, mais c'est juste une vision. Et je trouve que certains projets sont nés avec une extrême simplicité au niveau de l'idée et une extrême simplicité au niveau de finalement de la tech que représentent ces projets-là. Et je me dis, quand tu les écoutes, t'as l'impression qu'ils révolutionnent le truc. Et je discute pas assez avec le corporate en face, avec les homologues de ces grands groupes-là, pour leur dire, mais attendez, pourquoi, ça paraît hyper simple. C'est 2 étudiants à l'école qui dansent le truc. Là encore, c'est ton cœur de métier. Mais on se demande comment c'est possible que les grands groupes laissent faire ça et le créent pas plus à leur image. Après, ce que je veux dire, c'est que quand on voit l'exemple de Luco, on peut se dire en fait que finalement, ils sont peut-être beaucoup plus prudents et beaucoup plus dans la maîtrise, ces grands corporates-là, en se disant, mais en fait, on réagit pas parce que vous allez voir que on parle. Enfin, ils savent pas de quoi ils parlent, ces jeunes start-upers. Et je me demande pourquoi est-ce que ces innovations-là ne sont pas plus. Parce que toi, je sais pas si tu l'as craqué ce truc-là, mais pourquoi est-ce que c'est pas plus à l'initiative de ces grands groupes, Il y a plusieurs raisons à mon avis, mais c'est pas le métier des grands groupes. Ils ont été créés pour gérer vu la maturité qu'ils ont et le chiffre d'affaires et le nombre de salariés, ils sont là pour gérer un core business et le développer à raison d'un taux de croissance de temps et d'un EBITDA de temps par an. Ça, c'est le cœur. Là, tu leur dis, est-ce que tu veux faire un truc qui va peut-être faire 3 millions d'euros de chiffre dans 2 ans? Si tu veux, donc déjà l'attention donnée au sujet, elle est là. Si tu lui appliques en plus les règles maison, c'est-à-dire que le juridique va dire ouf, les achats vont faire ouf, le KYC pour lancer l'activité, quoi, tout va être extrêmement régulier avant que. Donc c'est juste que c'est des règles et des process qui sont adaptés à un core business, mais absolument pas à une structure naissante. Donc c'est complètement antinomique de lancer des petits trucs. Alors que l'enjeu, c'est de jouer sur des unités énormément plus grosses et entretenir et les développer que de repartir à la case départ sur d'autres activités. Donc je pense que pour ça que nous, on crée des structures ad hoc pour se doter d'un espace de liberté complètement différent. Sinon, si tu appliques les règles de la maison mère à la petite, c'est antinomique. Donc je pense qu'ils n'ont pas de lieux comme ça, et de première chose, de lieux, de règles et de process qui permettent de créer ça, et qui n'ont pas les talents. Ils ont des personnes, ils n'ont pas d'entrepreneurs. Clairement. Si on revient sur la partie projet entrepreneurial, justement, dans les grandes phases que je vois, il y a la partie idéation, la partie test de cette idée qui a été retenue, la validation de cette idée avec son marché, le déploiement du projet, la gestion, le management, le pilotage de ce projet, et après peut-être l'exit du projet. Est-ce que tu en vois d'autres, des étapes importantes dans... Nous, on les voit un peu différemment. Il y a 3 étapes pour nous. Il y a 2 mois études de porte. Est-ce qu'il faut y aller, oui, non? Et tu vois, 2 mois, je sais pas comment tu réagis à ça, mais nous, les boîtes avec qui on parle, les grandes compagnies, mais 2 mois, on n'aura pas le temps, quoi.
Et nous, on dit non, le tempo est hyper important parce que le marché évolue. Nous, en 2 mois, on peut craquer. Est-ce qu'il y a une opportunité? Oui, non. Pas besoin que ça dure 6 mois parce qu'ils ont été éduqués sur des cycles beaucoup plus longs. Et on les brusque un petit peu parce qu'on leur dit au bout de 2 mois, il va falloir que vous preniez la décision de lancer une nouvelle activité, oui ou non. Donc, dès le début, on les programme à ça, si tu veux, mais c'est des cycles courts. S'ils nous disent oui, et si nous aussi on dit oui, parce que des fois, c'est nous qui disons non, j'ai 1 ou 2 cas, on n'a pas le temps d'aller chercher les bons fondateurs, d'attendre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a chez nous quelqu'un qui est un CEO par intérim, qui vient et qui prend le lead par intérim pour le lendemain matin commencer à créer la boîte. Donc, il ou elle va réunir autour d'elle ou de lui une équipe, des premiers collaborateurs. 2, au bout de quelques mois, va mettre une V1 en ligne. Et le jour où la V1 est en ligne, vraiment on parle de quelques mois selon la nature du service, va aller chercher les premiers clients. Et parallèlement à ça, dans notre méthodo, ça c'est le temps de build, on a notre équipe qui va aller chercher les fondateurs qui vont rentrer au cap de la boîte. Et la boîte va être incorporée globalement au bout de 6 mois, où là, la boîte, on est capable de la créer avec les bons fondateurs qui rentrent au capital de l'entreprise, le corpo et nous. Et mais Vas-y. Non, mais c'est pour ne pas attendre, tu vois. Le tempo du marché, on essaie de le dicter à travers ça pour justement pas déraper sur des espaces-temps qui seraient pas les bons. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une idée est la bonne ou pas et qu'il faut y aller? Et une fois que tu t'es lancé, tu disais qu'il y avait des exemples auxquels tu t'es pas lancé, ça m'intéresse de comprendre la mécanique. Et est-ce que, une fois que la boîte est lancée, qu'est-ce que tu regardes pour te dire que c'est un succès ou pas? Et est-ce que ça t'est arrivé de fermer des boîtes qui ont été lancées? Alors oui, surtout. Oui, surtout. Qu'est-ce qui fait dire que c'est une bonne idée ou pas? Bon, c'est super difficile, parce que franchement, si quelqu'un a la boule de cristal là-dessus, mais globalement, vérifier qu'il y a un vrai pain, sinon t'arriveras pas à monétiser. Mais un vrai, pas se voiler la face. Est-ce qu'il y a une vraie difficulté sur le marché? Et après, est-ce que en face de cette difficulté, est-ce qu'il y a du monde ou pas de monde? Et est-ce que toi, tu as une proposition de valeur qui fait la différence? Voir un actif chez le corpo qui permet de faire la différence. Donc ça, c'est le premier point. Être très franc sur ce point-là. Deuxième point, s'il y a un pain et que tu as une proposition de valeur, est-ce qu'il y a une profondeur de marché pour vraiment faire une boîte? Et troisième point, est-ce que j'ai l'équipe qui maîtrise ce sujet, capable de faire la différence? Et le quatrième point, est-ce que j'ai le go-to-market? Je reviens vachement là-dessus parce que c'est souvent oublié. Les gens te disent, waouh, super opportunité de marché, le marché fait 3 milliards, on va prendre 2%, ça va bien se passer. Ouais, mais comment tu vends à tel client tel truc? Est-ce que tu sais exactement comment tu vas opérer? Parce que si après il faut 2 ans et demi pour trouver la façon de vendre, bah ça marche pas, quoi. Tu deviens short cash et puis la boîte, ça va pas. Donc on essaie très en amont de craquer le go-to-market. Et pour y arriver et vérifier qu'on ne dit pas de bêtises, on va parler à des copains entrepreneurs ou des gens qu'on ne connaît pas. On avait parlé la dernière fois avec le CEO d'une startup en Australie qui avait craqué quelque chose qui nous intéressait. On a compris le pourquoi du comment. Ça nous a vachement éclairé sur la façon d'opérer pour vendre ce service B2B. Donc voilà, on bosse vachement en réseau, dans l'écosystème entrepreneurial. On va chercher des gens qui ont fait et pas des gens qui donnent des cours et qui ont jamais fait. Et des gens qui sont pris vraiment des murs ou qui ont mis 2 ans à craquer quelque chose, et on essaie de choper les signaux faibles. Et à quel moment le process de refus d'une idée, ok. Quand tu fermes une boîte, c'est pas évident d'en arriver là. En même temps, c'est sain, je trouve, si ça arrive pas trop tard. La mécanique vient comment? Est-ce que c'est toi qui décides? C'est ton associé qui décide corporate? Non, alors 2-3 points. Déjà, quand on décide de lancer une boîte, nous, on fait un petit comité ce qu'on appelle le comité d'invest en interne, sachant qu'on n'investit pas, on n'est pas un fonds. On prend des parts, mais on n'est pas un fonds. On réunit, nous, tous les associés de 3-2-1 Funded, et la personne qui porte le projet vient le pitcher, et s'il y a un veto, on n'y va pas. Voilà. Donc là, on a déjà un autre filtre en interne, tu vois, avant d'aller même dire à notre partenaire corpo, est-ce qu'on va y aller ou pas. Donc ça, c'est un point de sécurité interne. Et il arrive, il y a une boîte qu'on a lancée, une marketplace dans le tourisme, et on s'est rendu compte qu'au bout de 10 mois, que le business model ne tenait pas parce que les coûts d'acquisition étaient hyper élevés dans cette catégorie, et que la lifetime value était pas bonne. Dans le BP qu'on avait fait initialement, on pensait y arriver, on avait déjà spoté ce point-là comme un point d'alerte. Notre partenaire avait voulu y aller et devait contribuer pour réduire le coût d'acquisition. Et il se trouve qu'au bout de 8-10 mois, la contribution était proche du néant, plein de raisons. Et donc on s'est dit que forcément, ça allait être plutôt
un puissant fonds, et donc on leur a dit, alors qu'il restait du cash dans l'argent qui avait été mis, on leur a dit qu'il fallait arrêter à ce moment-là et pas continuer à tirer parce qu'on pourrait pas équilibrer. Donc nous, il nous arrive aussi, tu vois, on serait une boîte de conseil, on aurait cherché à durer pour en prendre GR le max. Mais là, comme on n'y croyait plus et qu'on savait pourquoi et qu'on serait très loin d'un point d'équilibre et qu'on trouverait pas de refinancement derrière, il était urgent d'arrêter pour pas perdre de l'argent bêtement. Avec l'expérience que tu as, quand on dit, certaines disent l'idée d'un projet fait rien, c'est son exécution. Non, c'est pas l'exécution, c'est l'équipe avant tout. Mais non, c'est pas l'équipe, c'est l'idée. Entre les trois aspects, toi, tu miserais sur quoi pour qu'un projet soit successful? Est-ce que on doit en retenir un? Est-ce que non, finalement ils sont tous liés? Mais entre idée, équipe et exécution, comment on peut maximiser le succès entrepreneurial avec ça? Bon, chacun sa recette, mais pour moi, dans l'équipe, il y a exécution. Ok. Ouais. Et la bonne équipe qui s'entend bien saura exécuter. On aurait donné le BP et l'idée de, allez, un truc vieux has-been, mais de Facebook à 80 personnes. Il y en a un qui était suffisamment taré pour opérer radicalement différent des autres, qui était Zuckerberg, pour en faire ce qu'il en a fait. Donc c'est la personne. C'est l'exécution. L'équipe derrière, il y a l'exécution, les risques, les choix, tout, la capacité de s'entourer, d'écouter. Voilà. Donc je pense que l'équipe est archi clé. Une équipe topissime avec une idée pourrie, tu vas pas très loin. Donc, mais normalement, l'équipe est capable aussi de miser sur la bonne idée, quoi. Ou alors faut pivoter. Ça me fait penser à Hugging Face où les mecs étaient assez brillants à la base. La première idée était peut-être pas dingue, mais la deuxième, ils ont réussi à s'engouffrer dans un beau truc. Moi, dans ma boîte d'avant, si tu veux, je me suis associé. Alors, eux avaient déjà lancé un outil comme Skype avant que j'arrive, qui s'appelait le Wengophone. Il y a 6 millions de personnes qui avaient téléchargé le Wengophone pour 0 € de revenus. Et ils s'étaient rendus compte qu'ils allaient dans le mur. Et ils sont venus me chercher en disant, on va basculer dans un modèle marketplace, mais nous, on est 4 ingénieurs. Il nous faudrait un mec plus business marketing. Et c'est comme ça qu'on s'est associés. Et moi, je les ai rejoints sur cette idée vague de monter un truc, on n'a pas le mot marketplace, de mise en relation entre particuliers et pros. Mais si tu veux, moi, je les ai rejoints parce que j'ai trouvé hyper brillant, quoi. Je me suis dit, putain, c'est une équipe de la mort qui tue. Et donc, on a pivoté, mais à 100%. Passer d'un Skype à une marketplace de mise en relation. Le business model a bougé dans le temps, on a itéré, on a fait plein de trucs, mais franchement, je pense qu'on était une super équipe. Et avec David, Olivier, Alain et Jérôme, mes camarades, et c'est intéressant aussi sur l'association. Tu vois, souvent des gens ils te disent mais comment ça marche une association? Nous on était 5. Et les gens disent souvent l'association ça marche parce que t'es hyper complémentaire avec l'autre. Je pense que ça vaut rien. C'est une évidence qu'il faut être un peu complémentaire, ok. Mais le mot clé pour moi c'est de l'admiration. Si t'admires pas ton associé, tu ne traverseras jamais les tempêtes. Tu vas avoir des tensions si t'es pas capable de te dire ouah mais le mec avec qui je suis associé il maîtrise son truc, ce qu'il va me dire c'est de l'or, je le respecte et je l'admire. Le terreau qui t'unit dans des moments difficiles il est très faible. Je comprends. On parle d'investissement, une autre facette que j'ai envie d'évoquer avec toi, parce que passionné d'entrepreneuriat, ça veut aussi dire ça veut dire monter les boîtes, mais ça veut aussi investir. Et toi, t'es pas en reste. Je me souviens d'un échange entre toi et Raphaël Villarme de Luco il y a 2-3 ans. Tu m'avais rendu assez jaloux parce que tu avais partagé juste l'échange très simple que tu avais eu avec lui en lui disant voilà Raphaël, j'aimerais bien mettre un ticket dans Luco, votre projet me plaît, blablabla. Ça avait été très simple et c'est là où je reviens sur ce que tu disais à ton fils sur l'arme de construction massive, c'est ce réseau qui te permet d'accéder directement à des gens et voilà. Et donc, tu étais rentré au capital de Luco aussi simplement que ça. Finalement. Et maintenant, t'es toujours aussi jaloux parce que. Bah justement. Justement, je le suis un peu moins, même si l'expérience devait être intéressante. J'espère que tu n'as pas laissé trop de ça n'a pas engendré de difficultés, mais l'histoire est un peu moins belle qu'elle y paraissait, même si ça reste intéressant à suivre comme expérience entrepreneuriale, parce que ça amène aussi la question de l'angle, et j'en parlais récemment sur cette antenne, mais sur les choix qu'on a quand on monte une boîte. Est-ce qu'on choisit d'avoir une licence
comme Alan et on rentre sur un marché avec son enseigne et avec quelque chose qui est un asset, on a une licence ou alors on est dans un mode très transactionnel et en fait on fait le lien. Enfin, ce choix, je trouve, d'approche entrepreneuriale, il n'est pas forcément accessible pour le commun des mortels en disant ok, Luco est une assurance, Alan est une assurance. En fait non, leur modèle d'entrepreneuriat est complètement différent et les barrières à l'entrée sont différentes. Et là on l'a vu avec Luco qui peut finalement sortir assez vite de son marché. Tu l'avais vu venir toi cette en tant qu'investisseur, tu avais peut-être accès à des chiffres et des infos qu'on n'avait pas, mais est-ce que tu avais envisagé ce scénario, tu l'avais vu venir? Non. Ok. Non. Pour revenir juste sur le début, j'ai investi dans une quinzaine ou vingtaine de boîtes, des petits tickets. Je suis pas non plus un lourd, mais des petits tickets. Au début, c'était des decks que je recevais, et puis un coup de cœur et tac. Un moment numéro 2, c'était des copains entrepreneurs qui me disaient putain, je remonte une boîte, et j'en ai eu un juste avant d'enregistrer ce podcast avec qui j'ai mis un ticket, la Thierry de Barneau, qui a créé Quest Éducation, un truc de dingue. J'ai mis un ticket avant qu'il me dise ce qu'il voulait faire, tellement j'étais fanat du gars avant de savoir ce qu'il faisait. Je lui ai dit je mettrai quoi qu'il arrive dans ce que tu fais, mais voilà. Et à ce jour, je ne regrette pas du tout. Et puis le troisième temps, c'est que j'ai identifié, ça c'était plus récent, des boîtes. Je me disais putain, elles ont une belle trajectoire, et je me suis mis en mode sniper, si tu veux, pendant 6 mois à les observer, à regarder un peu le communiqué de presse, 2-3 trucs sur leur activité, à monitorer un peu leur performance, tout ça. Et puis de taper à la porte, toc toc toc, comme j'ai fait à Luco, et un mec que je connaissais pas, Raphaël, et lui dire écoute, je sais pas si le capital va s'ouvrir, mais ça m'intéresse parce que je suis assez admiratif de ce que tu fais. Point. Donc à cibler versus recevoir. Et ça, c'était l'approche plus récente. Et ben non, sur Luco, mais ça marche en tout cas d'aller voir les gens et de leur dire. Oui. Bon, après c'est peut-être avec ton statut, avec ton rôle, et voilà, mais peut-être, mais t'as rien à perdre. À perdre. Voilà, c'est stupide de pas essayer, quoi. Tu peux tomber là au bon moment, rendre service, et puis toi, si c'est ce que tu souhaites, tant mieux. Donc voilà, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc voilà, dans Luco, j'ai été bluffé moi au premier contact par. Je me souviens quand je regardais le pitch deck que m'avait envoyé Raphaël quand il avait accepté un petit peu. Alors déjà au début, il m'a dit écoute, le tour est sursouscrit, donc non. Puis je vais voir s'il reste une petite poche. Il me dit est-ce que tu peux te syndiquer avec quelques BA, parce que si pour mettre quelques dizaines de KE, ça me fait voilà. Et je cherche la smart money, mais pas autre chose. Et donc voilà, donc j'ai contacté, j'ai envoyé le nom de 5-6 copines copains, et il m'a dit lui non, elle non, mais elle et toi oui. C'était Rachel Delacour et moi, et on a mis avec Rachel un petit ticket dans Luco. Donc ça s'est fait comme ça. Bon, j'espère qu'elle m'en veut pas trop. et non, j'étais bluffé quand je regardais le pitch deck, parce qu'à chaque page que je tournais, j'ai dit putain, est-ce qu'il a pensé à truc? Tu tournais la page suivante, pof, tu tournais la page, pof, quoi. C'était limpide sur sa vision strat, sachant qu'il a vachement itéré pendant 2 ans au début où il cherchait un. Donc j'ai été bluffé sur sa vision et bluffé sur l'exécution. Donc un mec qui réunit, qui fait en acquisition plus de 300 000 clients dans l'assurance en un espace de temps assez court, avec un CAC léger et une UX différenciante. Donc il fait une petite rupture dans le marché. J'étais hyper content de l'aventure, mais après il s'est passé un contexte. Peut-être qu'il a mal anticipé, ou il a une acquisition où il y a eu des histoires après qui ont rendu le deal un peu compliqué après, et voilà, le marché qui s'est un peu retourné sur le financement. Il avait besoin encore un peu de fuel, même s'il avait quand même pas mal anticipé de réduire la voilure en amont sur sa structure de coût, donc j'en veux pas. Voilà. Juste fascinant quand même d'avoir ce scénario de sortie là, dans un contexte qui semblait un peu inattendu et qui malgré tout n'était pas que de la com. Il y avait des chiffres, il y avait des clients, il y avait une position dans le marché, et tu te dis même un bel acteur comme ça n'arrive pas à se sauver. Et tu vois, même un Doctolib et compagnie, ou Alan ou Swile, voilà, ceux qui sont proches de la renta vont bien, mais quand dans un marché tendu comme actuellement, avec des valos du dernier tour qui ont été hyper élevés, ça crée des impasses. C'est clair. Il y en a d'autres à venir, tu penses? Je pense qu'on rentre dans une période pas bonne là. Et moi, j'ai 3-4 copains qui sont mis en liquidation judiciaire avec des boîtes qui, même après 10 ans d'activité, qui étaient pas mal et compagnie, quoi. Si t'es pas aujourd'hui en autofinancement ou en hypercroissance, et les fonds aujourd'hui sont sursollicités et font très peu de deals,
Donc l'argent est rare. Ok, cash is king. Ou alors vraiment être sur un marché hyper porteur. Ouais, il faut être leader de ta catégorie. Traction, d'avoir une grosse traction. Ouais. Bon, merci pour ces feedbacks et ces apprentissages. On passe aux questions un peu plus rapides, un peu plus perso peut-être. Ça m'intéresse de savoir quel est le projet dont tu es le plus fier jusqu'ici. Bonne question. En fait, j'ai pas un projet fier. C'est pas une finalité d'être fier, mais ce que j'aime bien, si je regarde dans le rétroviseur, si tu veux, c'est me dire. Alors peut-être deux choses. Ça va pas répondre exactement à ta question sur le projet. J'ai pas un nom à sortir, mais j'aime beaucoup ce qu'on fait chez 3-2-1 dans la culture d'entreprise. Je pense que les gens se sentent bien, les gens s'épanouissent, ils apprennent, j'apprends d'eux. On a un plaisir fou à se retrouver le matin. On se fixe aucune limite, on a plein de rêves, mais aussi du concret où ça pousse. Donc j'aime bien le projet 3-2-1 Funded parce que ça, les valeurs que ça incarne, d'exigence, d'ambition, mais aussi de bien-être, sont là. Et l'autre projet dont je suis fier, c'est pas un projet, c'est d'avoir aidé plein de monde, quoi. D'avoir ce rôle de connecteur et de support de différents, enfin voilà, d'être sollicité et d'y répondre, de réussir à apporter ta pierre. Ouais, je regarde pour être transparent. Ce matin, je reçois un message sur WhatsApp que je vais juste lire un tout petit bout qui est là, mais sans citer la personne. Bon, je fais auto-congrats 2 minutes, mais c'est une personne que j'avais vue il y a quelques années. Il dit, tu te souviens peut-être pas de moi, on s'était rencontrés lors d'un event il y a X années. Ton énergie, tes simplicités m'avaient marqué. Je te dis pas ça pour te flatter, mais il y a certains moments qui marquent la vie d'un entrepreneur. C'en a été un pour moi. Et il me raconte après ce qu'il a fait, une super boîte et compagnie. Il me dit qu'il en avait gardé quelques trucs de notre échange. Bah, j'adore. Voilà. Je préfère ça. Ce que je lui ai répondu, je préfère un petit WhatsApp comme ça à une légion d'honneur, parce que c'était assez la mode dans la French Tech, là. Je trouve ça chouette d'avoir pu aider des gens, et si ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, moi, ça me plaît bien. Canon. Est-ce qu'il y a une boîte que t'aurais aimé, ou quelle est la boîte que t'aurais aimé lancer toi-même, dans celle qu'on voit autour de nous? T'avoues qu'à un moment, dans ma boîte d'avant, on faisait de l'intermédiation entre particuliers et pros, et on avait une activité qui faisait de l'intermédiation entre particuliers et médecins. Et on avait lancé rendez-vous-médicaux.com, qui était Docto. Sauf que Docto nous a explosé la gueule. Et Stanislas, que j'avais rencontré au moment où on était concurrents directs et on se lançait, il était déjà un tout petit peu plus gros que nous, mais on n'était pas encore paumé. Il a su accélérer et faire un truc de dingue. Quand tu fais un truc qui devient le leader de sa catégorie, qui change la vie de beaucoup de Français et d'Européens, ça laisse rêveur, ouais. Voilà. Et donc, si je prends un peu de recul, en ayant été pratiquement sur la ligne de départ au même moment, et il y a plein de raisons qui fait qu'on n'a pas exécuté aussi bien que lui. Tu vois, je parlais d'exécution, hein, c'est pas l'idée. J'avais la même idée, mais il a été 100 fois meilleur sur le. C'est pas que l'exécution opérationnelle, c'est d'avoir levé au bon moment, le bon montant, l'avoir dépensé en sales comme il fallait pour prendre le marché avant tout le monde, de racheter mon docteur. Voilà, c'est tous ces détails qui pèsent, et voilà, il a été meilleur que nous. Ok. Un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt? À titre perso, investir dans l'immobilier plutôt. Parce que je pense qu'il faut le faire tôt dans une vie pour avoir des effets de levier. Voilà. Vu que c'est dans le marché français, c'est des bons choix de se faire un petit patrimoine là-dessus. Si tu n'investis pas tôt dans l'immobilier, c'est dur de t'acheter un grand appart après. Donc, il faut rentrer tôt. Voilà, ça c'est perso, petite finance là. Et je suis resté 11 ans dans ma boîte d'avant. J'ai l'impression qu'en 7-8 ans, je serais arrivé à la même conclusion. Et même Valo et tout, que j'aurais pu partir un peu plus tôt parce que j'avais envie de créer des choses à ma façon via 3-2-1, et aujourd'hui ça se passe bien. Donc si j'avais pu gagner quelques années pour lancer 3-2-1 avant, ça aurait été chouette. Canon. Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite qui t'a marqué, ou quelqu'un dans l'écosystème qui t'inspire particulièrement? Pas mal de monde, mais chacun alors vraiment en vrac comme ça. Mais on a parlé de Rachel Delacour, que certains connaissent, mais qui a déjà revendu une boîte de façon exceptionnelle. C'est une nana simple, qui se fixe aucune limite. D'ailleurs, qui va faire un petit voyage dans l'espace dans pas longtemps, et qui a une ambition dingue, qui pense global. Et donc, ça fait du bien en France d'avoir des gens qui pensent global.
et qui exécute vachement bien, quoi. Elle est pétillante et donc j'aime beaucoup. Il y a Marie Eclan qui gérait le fonds, qui avait créé Daphne et qui a géré 2050 derrière avec Olivier Mathieu. Des gens brillantissimes et qui, pour Marie, qui a été très médiatisée mais qui reste dans l'ombre, et en restant dans l'ombre, elle fait des merveilles. Trop smart et trop sympa. Philippe Corot, le fondateur de Miracle, il a quand même construit un beau navire sans se la péter pendant longtemps et en bossant très sérieusement. Et ça fait du bien d'avoir des boîtes avec un reach pareil, des boîtes françaises avec une dimension. Et il n'est pas parti dans les trucs trop spéculatifs qui lui auraient coûté cher maintenant. Tu vois, au moment où il y avait des survalos, des surtrucs et compagnie. Donc, tous ces gens-là qui ont contribué à l'écosystème en étant plus ou moins visibles. Voilà. Top. Tu gravites dans un univers tech assez pointu. On parlait du PMU tout à l'heure. C'est quand même pas des sujets toujours simples à manier. Comment tu fais pour maintenir ta culture technologique et ta culture sur l'innovation? Alors, je lis beaucoup. Des bouquins, des blogs ou des bouquin zéro. Twitter. Ok. Bouquin zéro. Je lis beaucoup. Alors, les Échos à 70% lus tous les jours, mais ce qui donne une très bonne culture d'entreprise sur des grandes, petites, moyennes. Twitter et LinkedIn, je ne lis plus comme avant. On pouvait lire Journal du Net, French Web ou Madines. Non, je me nourris sur les réseaux. Et je me nourris énormément de café avec des gens. Ok. Et c'est là où tu as souvent les infos qui sont pas publiques et de meilleure qualité et qui t'agitent le cerveau. Ouais, t'as une lecture des choses différentes parfois qu'un texte écrit. Ouais. Est-ce qu'il y a une app dans ton tel que tu recommanderais à tout le monde d'avoir? Alors, celle que j'ai téléchargée, la seule au mois d'août, c'était une app de Bagamon. Pour occuper le pouce. Voilà, exactement. J'ai un peu trop donné là-dessus. Sinon, ouais, j'ai un truc qui me fait bien marrer, qui est inutile, mais qui me fait bien marrer, qui est WeWard. C'est une app qui compte tes pas. Ok. Et en fait, je marche beaucoup. Moi, je fais entre 8 et 12 bornes par jour. Je vais essayer de faire tout à pied. Et donc, je gagne des points. C'est inutile, hein. Mais ces points, je peux les cramer soit en voucher, en bon de réduc, ce que je fais pas, soit don à des assos, à l'UNICEF et autres. Donc, je marche, ça fait des points. J'ai un petit compteur, ça me fait marrer. Et surtout, il y a un côté social, c'est que je me tire la bourre avec quelques copains entrepreneurs. Donc, je peux voir aujourd'hui le pas de quelques potes et Philippe Fraisse nous explose tous les jours, ce qui marche beaucoup trop. Mais voilà, c'est juste une dimension sympa de temps en temps et c'est un peu de sens. Cette boîte cartonne. Pour ceux qui la connaissent pas, ils peuvent aller regarder WeWard. Elle est, je crois, rentable. Elle fait des dizaines ou centaines de millions d'euros de chiffre. Je sais pas combien ils en sont. Un nombre de users dans le monde colossal. Ils sont dans X pays et c'est une petite boîte française. C'est très sympathique. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis pas actionnaire. C'est pas actionnaire, en tout cas pas encore. Est-ce qu'il y a une personne dans l'écosystème qui évolue dans le monde de la tech ou de l'innovation ou dans un autre domaine, mais que tu me recommanderais d'avoir à ce micro par rapport à son parcours, à ce qu'il peut nous apprendre? Dans l'univers de la tech? Ouais, tech, innovation, entrepreneuriat. Bon, il y a un observateur qui est sympa, qui est Gilles Babinet, que tu dois connaître, ouais. Qui publie des choses concentrées d'intelligence assez intéressant. Il y a une autre personne qui est Michel de Guillermier, qui est entrepreneur, puis qui avait créé PhotoWays, un site de développement de photos, puis qui gère un fonds qui s'appelle Day One, et qui remet en couple, qui a une vision très pas mouton de la tech française, très très personnelle, et je vous invite à lire son blog qui est en général un regard assez en diagonale par rapport à l'actualité, et ça fait du bien, très analytique dans ses études, dans ses positions, quoi. Tout est justifié et souvent des positions un peu dérivées par rapport à la masse. Et puis c'est un mec bien et qui passe, je crois aujourd'hui, un tiers de son temps dans les montagnes, dans les alpages, parce qu'il a envie aussi de respirer. Bon, eh ben écoute, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré être très utile dans ta vie jusqu'ici? Non, c'est plutôt un conseil que je m'auto-donne. C'est un peu un motto, c'est la vie est courte, donc chaque demi-journée, faisons en sorte qu'elle soit top, quoi. Est-ce qu'il y a un son, une musique que tu pourrais écouter en boucle en ce moment? Alors cet été, mais c'est à cause de mes enfants, c'était Flowers, j'en peux plus de cette chanson. Voilà. Et
un truc que je peux écouter en boucle. Non, ça va être des vieux trucs que personne ne connaît. Donc laisse tomber. Bon, Flowers, t'es encore dans le coup. Tu peux nous dire un truc sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre? Alors oui, juste pour le fun, hein. J'ai passé quelques heures dans une cellule. Ah. Ouais, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, un truc comme ça. Bon. Est-ce que on va pas creuser le pourquoi. Ouais, ça va, c'est bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va avoir le même parcours que toi? Surtout d'avoir son parcours à lui, de se fixer aucune limite. Franchement, si t'as un truc que tu veux faire, qui te tient à cœur, et qu'il faut contacter Zeus ou Xavier Niel ou Bill Gates ou je sais pas quoi, Shakira, parce que ça t'aide dans ton truc, ne pas lâcher l'objectif et de l'atteindre. Et ça sera possible. Il y a aucune raison de ne pas y arriver. Bon, je partage ce conseil. Merci Patrick pour ces insights, pour tout ce feedback. C'était hyper intéressant de t'entendre. Bonne chance à toi dans tous ces projets. Bon courage aussi, parce que ça doit pas être simple de les gérer tous en parallèle. Quand tu montes une boîte, ça t'emmerde, mais quand tu montes 8 boîtes qu'on est en parallèle, je te laisse faire la multiplication. Et quand tu investis en parallèle dans d'autres boîtes et que tu conseilles un paquet de monde, voilà, c'est pour ça que je compatis et je touche du doigt ce qui se passe un peu à l'intérieur de tout ça. C'était l'objectif de cet échange et c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous et merci beaucoup à toi de prendre ce temps pour partager ça avec ton audience. À bientôt. C'est noté. À bientôt. Salut Patrick. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.